Merci à toi, Bouba. Merci à nos téléspectateurs. Et merci encore une fois d'être avec nous. Sur ce plateau du 20h, nous recevons Aliou Sow, président Liguey, Mouvement des Patriotes pour le Développement, ancien ministre également de la République. Monsieur le ministre, bonjour. Et bonjour, Papis. Alors, nous allons commencer par une question qui a trait justement à cette refonte partielle adoptée par l'Assemblée nationale. C'est vrai qu'il n'y a pas il n'y a pas une très grosse consensus entre guillemets. C'est quoi votre avis sur cette décision? Pas de consensus du tout. Notre coalition, l'EFOP, entend des forces de l'opposition et le parti que tu diriges ont été présents de bout en bout pendant ces négociations, ces échanges entre l'opposition, le pouvoir et les non-alignés. Mais il faut le dire, le résultat à l'arrivée, c'est que c'était vraiment un débat qui n'a pas abouti à des consensus. Rien n'a été retenu de crédible en dehors de la confirmation des conséquences de la nouvelle de la Constitution adoptée sur le code électoral. Cela va de source, on ne peut pas ne pas le faire parce que la Constitution nous impose en fait d'intégrer dans le code électoral des nouvelles innovations et de nouvelles mesures. Mais en ce qui concerne les grandes perspectives, les grandes mesures, l'opposition et le pouvoir ne sont entendus sur absolument rien du tout. Et malheureusement, le pouvoir s'est appuyé sur sa majorité mécanique à l'Assemblée nationale pour faire un coup de force. Déjà, pendant les négociations, les travaux de la Commission, en dépit du comportement très responsable de l'opposition, ils se sont permis d'aller déposer un projet de loi relatif à cette question-là. Nous avons été informés, on a menacé de quitter la table de négociation, ils sont revenus. Ils sont revenus sur la question, mais en vérité, le document qu'ils ont fait adopter et le premier qu'ils ont tenté de faire adopter n'ont pas presque de différence. Je pense que c'était du bluff, c'était une mise en scène. Mais sur ce consensus, en dehors du dictat dont vous avez parlé tout à l'heure, oui? Où est-ce que vous pensez que vous pouviez vous retrouver? Non, en fait, là, pour nous retrouver, je pense que c'est que le dialogue ne doit pas être rompu. De toute façon, ce qui s'est passé ces derniers jours au ministre de l'Intérieur est une tradition électorale au Sénégal. Le Sénégal, depuis le président Diouf, a toujours travaillé sur des bases consensuelles, avec des codes consensuels. Ce n'est pas aujourd'hui que le président Sall doit accepter que sous son régime, qu'on arrive à se disperser et avoir aussi une majorité, faire recours à sa majorité pour imposer ses vues sans pour autant prendre en compte les observations, parfois, qu'elles soient excessives ou non raisonnables de l'opposition, mais de concession en concession de la part du pouvoir et de l'opposition. Mais on peut en arriver à quelque chose, même si je vois qu'il y avait parfois du sabotage de la part de la majorité présidentielle. Quand on voit qu'au dernier jour, on arrive à vouloir inscrire un point qui n'est pas... Dans son rôle, jouer sur ses intérêts et penser à soi. Non, en fait, ça c'est un instinct humain, mais un chef d'État doit dépasser ses considérations et ses pulsions humaines. Il doit être un rassembleur, c'est le chef du Sénégal qu'on s'est choisi librement de façon démocratique, et il doit comprendre que s'il n'y avait pas un système électoral fiable, il ne pouvait pas être là où il est parce qu'il n'est pas arrivé au pouvoir par les armes, mais par les urnes. Et par conséquent, j'invite le président de la République à davantage adopter une posture de rassembleur, comme je l'avais salué lorsqu'il avait engagé ce dialogue national. J'y étais, j'ai salué l'initiative, je l'ai encouragé et nous nous sommes engagés comme d'autres forces de l'opposition. Je pense qu'aujourd'hui, il doit comprendre que les jeux partisans s'encadrent dans un camp, même s'il est chef d'un parti, la Constitution le lui permet, mais il doit être au-dessus de la mêlée. Il ne faut pas qu'il soit entraîné par ses partisans dans des dynamiques de tous les Sénégalais. Alors, puisque nous parlons toujours nous sommes dans le chapitre consensus, vous avez parlé également des travaux auxquels vous avez participé. Il y a également cette question de nationalité qui est également source d'une discorde importante. En fait, c'est une confusion inutilement créée. Vous savez, aujourd'hui, au Sénégal, soit on se trouve autour de l'essentiel pour dire qu'est-ce qu'on doit faire par rapport à ces questions de nationalité-là. D'autant plus qu'il ne faut pas qu'on l'oublie. Je l'avais dit et je le répète, nous avons un code de nationalité au Sénégal, lequel code ne permet pas l'acquisition d'une nouvelle nationalité. Si vous êtes sénégalais et que vous permettez d'avoir une nouvelle nationalité sur la base de votre propre volonté, vous cessez d'être sénégalais. Mais on n'en parle pas. Ils sont nombreux au Sénégal aujourd'hui, à occuper des fonctions ministérielles, de maires ou de députés, mais qui ne sont pas des Sénégalais en réalité. C'est différent maintenant du cas du Sénégalais qui, à sa naissance, a déjà 2 nationalités ou 3 nationalités. Je donne un exemple très simple. Vous pouvez être mes fils d'un Sénégalais marié à une Française à l'époque où le droit de sol ou le droit de naissance avec une maman française vous permet d'être français. Donc vous êtes français et sénégalais en même temps. Vous ne cherchez à avoir aucune nationalité. C'est différent de celui qui, après, décide, sur la base du mariage ou sur la base d'une législation d'un pays en vigueur où il vit, d'acquérir volontairement une nationalité. Mais notre code de nationalité, je ne suis pas juriste, mais les juristes vous le confirmeront, mais ne permet pas l'acquisition d'une nouvelle nationalité volontairement en gardant celle sénégalaise. Donc, mais pourtant, on a toléré cette violation flagrante et permanente de notre loi, de nos lois. Je pense aujourd'hui, il faut qu'on se dise, le Sénégal marche, le monde évolue.
avoir une autre nationalité ne remet nullement en question le patriotisme ou l'amour qu'on a du Sénégal. Pour le bout du Sénégal, il faut voir en quoi... Votre sénégalité, entre guillemets. Oui, bien entendu. On n'aime pas parler de ce concept-là, mais il existe. Mais ça renvoie à cela. Mais ce qui est dangereux, vous savez, ce qui est dangereux, c'est dans un contexte préélectoral, vouloir agiter des questions qui peuvent être interprétées sous l'angle de vouloir écarter ou empêcher à certains... Vous faites partie de ceux qui soupçonnent le pouvoir de vouloir écarter des candidats potentiellement dangereux. Mais il peut le vouloir, mais les gens ne se laisseront pas faire. Moi, je suis contre toute forme d'exclusion, car l'exclusion engendre l'explosion dans un pays. Il ne faut pas jouer avec le feu. C'est-à-dire, si on veut gagner des élections, ce n'est pas sur la base d'une logique d'écarter des gens sur la base de manœuvres politiciennes qu'on pourra rester au pouvoir ou bien accéder au pouvoir. Il faut jouer à la loyale, il faut compétir à la loyale de façon transparente. On peut se retrouver autour d'une table, mais parler de ces questions de façon globale, adopter des consensus applicables en fonction d'une date qui sera choisie de façon consensuelle par tout le monde. Mais il ne faut pas... Vous êtes journaliste qui s'intéresse au football. C'est comme si vous avez un match de football. Les règles du jeu sont là. On fait les classements, les deux équipes commencent le jeu, et du coup l'arbitre dit non, écoutez, il est interdit de faire jouer quelqu'un qui a 1,80 m. Alors que l'équipe adverse a plus de 9 joueurs sur 11, mais qui ont 1,80 m ou 90 m. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous le faites, les supporters vont se descendre des gradins pour envahir le terrain de football. Ouais. C'est comme ça également. Pour interrompre la partie parce que ce serait peut-être une catastrophe. Alors, voilà. Le champ politique est extrêmement bien fourni en termes de sujets. Oui. Par exemple, le Haut Conseil des collectivités territoriales aujourd'hui également, qui fait l'objet de beaucoup de divergences dans l'approche, dans la composition, sur le nombre d'élus, les débats justement au président et par voie de vote. C'est quoi votre position sur ce débat? Le débat autour de cette question est profondément politicien. Moi, dès le départ, j'étais un des rares opposants à défendre fondamentalement la création de ce Haut Conseil après la suppression du Sénat. Je ne peux pas hier, étant ministre, membre du PDS, défendre mordicus la pertinence du Sénat, qui avait presque les mêmes formes de choix, à quelques différences près, que ceux qui vont composer le Haut Conseil aujourd'hui. Étant militant de la décentralisation, n'oubliez pas que j'étais maire pendant 5 ans et demi. J'étais ministre de la décentralisation pendant plus de 3 ans, en tant que ministre plein. Donc, je suis un militant. Jusqu'au moment où je parle, je consacre l'essence de mon temps sur l'international en tant que consultant sur la question de décentralisation. Par conséquent, il est important aujourd'hui qu'il y ait une chambre dédiée à cette cause et à ce secteur-là. Et le Sénégal est dans une logique cohérente. Au niveau de l'UEMOA, nous sommes un des pays les plus influents. Nous avons le Conseil des collectivités territoriales. C'était créé en son temps, j'étais ministre. La première réunion, je suis un des pères fondateurs du Conseil des collectivités territoriales de l'UEMOA. Au niveau africain, au niveau de l'Union africaine, nous avons la conférence des chefs d'État et de gouvernement adopté à sa 23e conférence à Malabo, mais la charte africaine de la décentralisation, de la gouvernance locale et du développement local, qui malheureusement n'est aujourd'hui jusqu'à présent ratifiée que par le Mali et la Guinée équatoriale. Et pourtant, avant cela, déjà en 2012, le président Macky Sall a été le porte-drapeau de la plaidoirie pour les premiers balbutiements de la création d'une chambre africaine de la décentralisation, une forme de haut conseil africain. Je pense qu'aujourd'hui, le peuple sénégalais ne peut pas jouer tous ces grands rôles-là, être dans ces instances en tant qu'un pays qui favorise l'intégration africaine et ne pas avoir une déclinaison locale de telles initiatives au niveau international. Je suis profondément engagé à soutenir cette chambre-là, mais par ailleurs. Mais malheureusement, des développements après, qui sont révélés après l'adoption de la loi portant création de la Chambre, mais démontrent que aussi les visées politiques, pour ne pas dire politiciennes, sont réelles. Parce que moi, j'étais pour un conseil de 100 membres, 80 élus, une vingtaine nommés par le chef de l'État pour faire recours à de l'expertise complémentaire pour Vous estimez que le nombre est exorbitant, c'est pas nécessaire. C'est la première fois dans l'histoire du Sénégal qu'on a un chef d'État, d'un coup pouvoir nommer pour une institution 70 personnes. Et il ne faut pas oublier également, les hauts conseils ont presque, malgré le jeu de mots, rang et avantage presque au 4/5e d'un député élu. Ça, mais ce n'est pas le plus important parce que même si on parle d'argent, je ne connais pas le budget encore, mais ce budget ne pourra pas être considérablement une menace par rapport à nos équilibres macroéconomiques ou budgétaires au niveau du Sénégal. Mais j'aurais aimé simplement que le président, dès le départ, se rendre compte qu'il va nommer 70 hauts conseillers. Les 80 qui seront élus aujourd'hui, si on regarde la composition des collectivités territoriales au Sénégal, mais en dehors de Dakar, où Tahaoun Dakar avait remporté l'essentiel des collectivités locales, et d'Oussouye et de Ziguinchor, j'ai fait mon calcul avec notre tableau, avec notre parti, mais partout,
le pouvoir, la coalition au pouvoir, à la majorité des conseillers. Ça, je vous dis, même dans les départements où l'opposition contrôle le conseil départemental ou les chefs de département, mais si on fait l'addition du nombre de conseillers du pouvoir, maintenant, avec surtout la transhumance aidante, ils sont majoritaires. Donc, Ce sera un conseil très coloré. Oui, mais aujourd'hui, puisqu'ils ont ils ont commis beaucoup d'erreurs dans leurs investitures, il peut y avoir des votes sanctions qui peuvent également favoriser l'opposition qui va participer aux élections. Mais en dehors de cela, mais on est parti pour avoir presque un haut conseil qui aura plus de 140 sur 150, mais issu de la mouvance présidentielle. Parce que, ce sera une écrasante majorité. Alors, non, il n'y a pas de problème de majorité, d'autant plus que c'est une chambre consultative oui. qui ne va pas voter, qui ne pourra pas également prendre des décisions. C'est une chambre consultative qui donne des avis, qui donne des suggestions, qui partage des réflexions avec le gouvernement, avec le peuple sénégalais. Mais je pense qu'il est important... Ça, c'est dans les normes. Oui, c'est ça, vous avez espoir qu'ils feront le travail correctement? Non, ça dépendra de la composition. Vous savez, une institution, une chambre, dépend de la qualité des hommes qui la composent, mais aussi de son premier chef. Aujourd'hui, il est annoncé qu'une grande personnalité politique va diriger l'institution. Je pense que si le choix est fait, c'est une bonne chose. Parce qu'il est important d'avoir de fortes personnalités à la tête de nos institutions. Cela aussi est un élément de renforcement de la crédibilité, mais aussi de la perception de la structure sur le plan international. Maintenant, le reste, le président va copier. Alors, le temps nous a rattrapé. Peut-être deux questions très rapidement. Oui. Sur ce haut conseil, justement, certains politiciens estiment qu'il faut boycotter. Mais quel boycott? Je vous ai dit aujourd'hui, le tableau actuel fait que le pouvoir ou la mouvance présidentielle aujourd'hui a la majorité dans plus de 90% des collectivités locales du pays. L'opposition peut participer, mais c'est pour se faire battre, en grande partie. C'est la vérité. Maintenant, entre boycotter pour se démarquer d'une institution qu'on dénonce et ne pas participer pour ne pas engendrer une défaite de plus en servant de caution à une élection et à une chambre, il y a deux choses. Qu'est-ce qui motive les uns et les autres? En tout cas, le MP délégué travaille à prendre part aux élections. Si qu'on perde ou qu'on gagne, pour nous c'est symbolique. Le boycott, le président Abdoulaye Wade m'a enseigné, jeune n'est pas opérant ni efficace en politique. En politique, on participe ou bien on s'oppose en empêchant la tenue. Non, la tenue. Alors, la dernière question porte sur l'OFNAC avec la prestation de serment de Seynabou Diakhaté, qui s'est installé finalement à la suite de sa prestation de serment. C'est parti pour le travail. Alors, ça a suscité beaucoup de passion, beaucoup de débats avec tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce que vous en pensez aujourd'hui? Mais aujourd'hui, moi je ne parle pas des aspects juridiques, de la nomination ou du non-renouvellement de mandat de Mme Nafi Ngom Keïta, que je félicite pour son travail remarquable au niveau de ce pays en matière de promotion de la bonne gouvernance. Mais également souhaite la bienvenue et beaucoup de succès à la nouvelle patronne de l'OFNAC. Mais le président de la République, à travers cet acte, il faut prendre en compte le contexte. Des rapports sont sortis, des hommes du régime sont épinglés. Et la presse en parlait tous les jours, montrant ainsi que ce régime ne fait pas mieux que l'ancien en matière de bonne gouvernance et de transparence et de gestion correcte, convenable des ressources publiques. Et ces derniers, pour une première fois, se sont attaqués à l'institution et à sa présidente. Pour en arriver à avoir quoi? Une défiance totale. Les dossiers sont auprès du procureur, personne n'est convoqué, personne n'est poursuivi, et comme par hasard, la patronne, son mandat n'est pas renouvelé dans un contexte de défiance et de dénonciation où même les plus hautes autorités de l'État, parfois, ont tapé sur elle. Je pense qu'également, cela crée un flou et des suspicions quant à la volonté réelle du gouvernement aujourd'hui de s'inscrire dans la logique de la bonne gouvernance. Mais par ailleurs aussi, le chef de l'État avait dit partout, il faut dire partout, qu'il ne va protéger personne. Aujourd'hui, ne protège-t-il pas ses proches ou les membres de son pouvoir ou de son parti politique? La question, elle est là toute faite et elle a également son pesant d'or. Et par ailleurs, je pense qu'aujourd'hui, plus que l'OFNAC, même la CRI qui existe encore, doit s'intéresser à ses dirigeants. Après 4 ans et demi, vous savez, des gens qui roulaient en vélo, en taxi, qui étaient dans des cars rapides, qui aujourd'hui sont devenus milliardaires, qui distribuent à tir l'arigot de l'argent. Ces arguments ont été avancés également contre les anciens du régime de Abdoulaye Wade. Oui, d'accord. C'est qu'aujourd'hui, ce qu'on reproche à l'ancien régime, en termes de jeu avec l'argent public, mais se révèle à travers des comportements et l'affirmation de nouveaux riches, mais qui tombent du ciel. Ces derniers aussi, aujourd'hui, à la fois, leur gestion doivent être, bien entendu, audités par des structures dédiées à cela, mais également la CRI qui s'intéresse à l'enrichissement illicite par les manifestations de signes de richesse qui ne sont pas conformes aux revenus licites, mais certains parmi eux doivent également faire l'objet de poursuites au niveau de cette cour-là. Merci, monsieur le ministre, par ailleurs, président de MPD Liguey, Mouvement des Patriotes pour le Développement. C'était lui notre invité de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et excellente suite des programmes sur la télé Futur Média.